Patron! Mais qui vous a dit d'entrer, vous? C'est votre émission préférée qui commence! Et arrêtez de gesticuler comme ça. Je suis tellement content de vous prévenir. Vous adorez cette émission. Oh, c'était pas gagné au début, hein. Pourquoi c'est gagné, là? Non. Vous voulez une médaille aussi? On est vendredi, il est 18h. Tout le monde adore l'hebdo. Tout le monde attend. C'est qui, tout le monde? Les auditeurs? Ah, c'est le principal. Alors mettez en route. Ah, Vous m'avez fait peur. allez, taisez-vous, lancez la musique. Allons-y. Bonsoir et comme dirait Fthia El Aouni, bienvenue dans votre magazine d'actualité dans le monde réel et virtuel. Pour cette émission, Fthia ne sera pas des nôtres vu qu'elle couvre les Med Days à Tanger et Salima a des petits soucis familiaux. On lui souhaite un bon rétablissement que Allah Isaoub, comme dirait l'autre. Nous allons tout au long de cette émission décortiquer l'info qui a marqué cette semaine et nous allons recevoir dans quelques instants un invité qui a une place particulière dans mon cœur, Ali Rgui, pour nous parler du lancement du premier chapitre de l'animation, l'histoire du Maroc. Par ailleurs, et grâce à ces micro-trottoirs exceptionnels qui nous ouvrent les voies de la perception et surtout nous permettent de dire des Marocains, Riman nous parlera d'un confrère à moi, Jeff Dahmer, la Tokyo de la bande, celle qui a rejoint l'équipe il y a quelques semaines et qui a déjà fait chavirer le cœur de nos auditeurs, Selma, qui nous parlera de plusieurs sujets dont notamment Elon Musk et Twitter. Le Clark Kent, messieurs, dames, du journalisme marocain, yeux bleus comme on l'appelle dans le milieu, nous parlera d'une icône de la musique marocaine décédée il y a de cela un an et demi. Yak, je respecte un peu ta charte. Ouais, plus ou moins. Ça fait. Plus ou moins. Et enfin, votre humble serviteur pour la pépite musicale de cette semaine, l'hebdo, c'est maintenant. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour, bonsoir, c'est Yedechi ou Sedechi. J'aimerais bien faire un petit tour de table pour savoir qui fait des semaines et avoir de vos nouvelles. Yassine Sebokti, bonsoir. Elle a été parfaite, merci. Moi, ça va, toujours. Bonsoir à tous. Très bonne semaine. Très bonne semaine. Vraiment. C'est une exception, un petit truc, tu vois, pour me faire rêver, tu vois. J'ai besoin de petites étoiles dans mes yeux pour... Bah écoute, j'ai repris le sport, rien de vrai ouf. Vraiment rien de ouf. J'ai repris le sport et ça fait un bien de fou. Tu fais quoi? Tu fais un De la sport boxe. spécifique? De la boxe? Ouais. C'est bien. Ah oui, ça rigole plus. Hein. Moi je trouve ça intéressant la boxe parce qu'il y a un engouement de la gente féminine, enfin sans sexisme, sans quoi que ce soit, et je trouve que c'est un sport qui a été trop confiné le drari rjel, alors que c'est un sport qui permet de travailler plusieurs parties du corps. Ouais. Au-delà de l'aspect un peu art martial, c'est plutôt, tu vois, tu le cordial. Et figure-toi que Flassa, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est ce qui est drôle, c'est ce qui est étonnant. C'est pour un ami. Donc Donc il y a plus de... Oh là là, il y a plus de femmes. Okay. Rimel, pour le coup, elle est beaucoup plus bavarde et plus... hein? Attention de lui faire du tort. Ah, yeah. Ouais. Autre chose, c'est Yedechi ou Sedechi? Non, parfait. Tout Donc va bien. on passe directement, comme chaque vendredi, avec l'image de la semaine. Alors, ouvrez bien vos oreilles, messieurs, dames. La population carcérale s'établit actuellement à quelques 98 000 détenus répartis sur plus de 70 établissements pénitentiaires du pays, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport à la même période d'octobre 2021. C'est-à-dire, 10% de la population carcérale. Devrions-nous revoir les peines avec des solutions plus adaptées, plus adaptables? Je sais pas, ça peut être le bracelet électronique, des peines aménagées, je sais pas, des amendes. Qu'est-ce que vous pensez, messieurs, dames, de ce chiffre-là qu'il faut un peu le... Je pense que ce chiffre-là en appelle deux autres que tu n'as pas donné. C'est la capacité. Parce qu'il faut savoir qu'au-delà du nombre de personnes qui sont aujourd'hui incarcérées, on est en surpopulation de près de 180%. Et le vrai chiffre, il est véritablement là. Et le second chiffre aussi qu'il fallait peut-être mettre en exergue aussi, c'est que sur les 98 000 qui sont actuellement incarcérés, près de la moitié, donc 45 ou 44%, j'ai une m'abuse, 43. sont en attente de jugement. Et ça, pour moi encore, c'est incroyable. Parce que non seulement nous sommes en surpopulation dans un univers qui est très dur, qui est de la promiscuité, toutes ces choses-là, mais en plus, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont en attente des jugements et qui n'ont pas forcément leur place là-bas. Donc en fait, c'est tout le prisme global
de l'incarcération film Maghreb qui est à revoir, mais pas seulement le chiffre et pas seulement l'augmentation de 10%. Bah, Toi, Rimel, en tant qu'ancienne détenue, quel type de... Ma phrase C'est une blague, monsieur Dam. Ah ouais, non, il faut le préciser là parce que C'est une blague. عندي صوابع. Vendredi, on aime bien faire des petites blagounettes. Bah écoute, déjà il faut savoir que oui, on est à 98 000 détenus les 70 établissements pénitentiaires et c'est un chiffre qui va atteindre les 100 000 fin 2022. Donc راه غادي داكشي كيتزاد. الى عقلتوا l'année dernière كنت هضرت على وهبي عبد اللطيف وهبي qui avait commencé à proposer des pistes. Exactement, il y avait des peines alternatives, donc on parlait déjà du bracelet électronique, ça n'a pas encore été fait, du moins quand on voit que 43% de la population carcérale... Parce que là c'était une proposition qui n'a pas encore été votée ou acceptée, je ne sais pas comment ça... Parce qu'on est sur une réforme du code pénal. Et moi, je suis très optimiste par rapport à ça, parce que je me dis qu'il y a quand même des peines qui méritent d'être vues à la hausse, des peines qui méritent d'être vues à la baisse. Et on devrait, comme les peines alternatives, on devrait aussi peut-être prévoir de meilleurs mécanismes pour réinsérer les détenus comme first time offenders, ceux qui ont fait des crimes minimes, mais c'est pour la première fois. Ça permet de leur donner une nouvelle chance pour réintégrer la vie. Ce qu'on appelle, par exemple en France, tu as du sursis et une amende. Exactement. Et si par exemple tu as un sursis, par exemple, si par exemple fait une période un sursis de 3 ans, si la période tu recommences, tu fais un autre délit, je crois que c'est x2 ou un truc comme ça. Ou là le service communautaire, par exemple. Ça on n'a pas, nous, le service communautaire. Il y a un truc qui s'appelle le TIGE, c'est le travaux d'intérêt généraux. Des peines, je sais pas, bien sûr pas quelque chose de je sais pas, tu donnes 70 heures par exemple de ton temps pour la commune اللي ساكن فيها, je sais pas, كتعاون يصوبوا الطريق الجلاج, ça peut être... Ou peut-être انا ما عرفت كنشوف la moitié de la population carcérale qui sont emprisonnés alors qu'ils n'ont même pas encore été jugés. Alors, tu te dis... on est sur une lenteur de processus. Quand même, c'est la moitié. Alors, on parle quand même de la moitié. C'est 50 000 détenus qui ne savent pas si vont sortir ou pas. Donc, on devrait rénover déjà les prisons les Kenyans ou la construire d'autres prisons, peut-être pour déjà... en attendant de trouver la solution. On le dit comme ça, mais... C'est vrai qu'en tant qu'ancienne détenue, les cellules, c'est vrai. On dirait une doléance personnelle. Sans aucune transition, messieurs, dames, mais en attendant de trouver le studio radio et qu'elle va aller directement retrouver sa couche pour s'endormir le soir, effectivement. Faut pas oublier, messieurs, dames, qu'on a un invité, et pas n'importe quel invité, un invité de Max sans aucune transition. On revient sur le sujet de l'émission qui est la sortie du premier chapitre d'El Tcharikh El Maghreb Seyedati Wassadi, une animation exceptionnelle. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Ali Rgig. L'invité. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonsoir. Comment ça va, Elle? Alhamdoulilah. Je sais que tu es sous l'eau, que tu croules pour le lancement du premier chapitre d'El Tcharikh El Maghreb et tu nous as fait l'honneur de nous donner de ton temps et je t'en remercie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Ali Rgig, et avant d'être un ami métalleux et un guitariste d'exception, messieurs et dames, c'est le CEO d'El Artcoustic, leader de l'industrie de l'animation في المغرب. درتو حكايات شوا عبر qu'on a pu voir la SNRT, ainsi qu'un projet qui arrivera bientôt sur 2M, qui est une animation autour de Touri Echaoui. Pour rappel, pour ceux qui ne la connaissent pas, Touri Echaoui est la première femme pilote le monde arabe, la région Ménade. Absolument. Et surtout, en fait, Jitiliuma, parce que vous allez lancer via la chaîne YouTube Ejitfem aujourd'hui à 18h. Donc là, on dirait que vous pouvez aller, messieurs et dames, sur YouTube et voir le premier chapitre de l'histoire du Maroc, Tcharikh El Maghreb, avec un épisode sur les relations Mebin El Jazair ou El Maghreb. Donc pour parler de tout ça, Ali Rgig va nous parler de Haji Kamel. Ça va ou je Bikher. Tout va bien? Merci beaucoup Yassine, merci à l'équipe de me recevoir. Ça me fait plaisir déjà de partager ça. C'est un travail de longue haleine depuis quelques années, depuis plus de 3 ans. Et avec une équipe apparemment, on rentrera dans les chiffres, apparemment plus de 40 personnes ont participé à le chapitre. Exactement, alors plus de 40 personnes. On a fait appel aussi à une école qui est sous notre tutelle, qui est la première école d'animation au Maroc, du film d'animation.
d'animation, qui s'appelle Flow Motion School, qui est en partenariat avec l'INDH et Azura Group aussi, qui font partie de ce projet. Et vu que justement, on a fait appel à plein d'artistes, beaucoup d'étudiants et surtout donc un historien. On rentrera plus amplement dans le détail. Moi, ce qui m'intéresse très très rapidement, le premier chapitre de Tarikh al-Maghreb, moi ce qui m'intéresse c'est le parcours d'Yel Kenchaya, parce que tu es le CEO, tu es la personne qui a créé Art Acoustique depuis 11 ans de cela. Comment tu as bifurqué le musiqa, entre guillemets, le cinéma d'animation là. Non, alors voilà, ce qui s'est passé, c'est que bon, je pense qu'on a passé une bonne partie de notre vie entre la musique, Oulidat le boulevard, on a appris des choses. Et, j'ai commencé à travailler très tôt, donc la musique m'a ramené vers ton papa est artiste. Donc c'est vrai que mon père m'a beaucoup épaulé quand je faisais du Lamb of God chez moi dans la chambre et d'autres musiques assez métal. Et par la suite, j'ai appris un petit peu sur l'ordinateur, à monter, à faire des vidéos et tout ça. Et j'avais toujours l'ambition de créer un studio, un vrai studio professionnel. Et ça s'est fait dans le temps. C'est-à-dire aux années 2010-2011, il y avait une effervescence des studios, il y avait plusieurs studios, le Big, machin et tout ça. Et je me suis rendu compte très rapidement que l'industrie de la musique est très limitée au Maroc. C'est un sujet mais qui est très intéressant aussi. Non, je parlais du débat surtout. Et je me suis rendu compte, et puis j'ai rencontré deux de mes associés, Ahmed Sbahi qui est photographe et aussi artiste, mais aussi un grand manager aussi au sein d'Art Acoustique aujourd'hui. Et j'ai croisé Mustapha Swinga. Mustapha Fkak, connu en tant que Mustapha Swing. Voilà, influenceur très particulier, artiste de cirque aussi, qui a un très très beau parcours. Et on s'est dit, on va commencer à faire du motion design, donc de l'animation explicative. C'est ce qu'on appelle des explainers vidéo. Et on a eu quelques commandes, surtout dans l'institutionnel, des sujets très complexes au Maroc, qu'on va vulgariser pour le grand public. Donc, je suis dire de l'actualité, on essaye de simplifier ce contenu au grand public pour qu'on puisse avoir des débats plus constructifs et outiller surtout le grand public les réseaux sociaux. Vous avez traité plusieurs sujets, l'inflation, tous les sujets politiques, des fois peuvent paraître en fait comme une sorte de... C'est par les Chinois, c'est du mandarin. Et finalement, grâce à l'animation et grâce surtout à une pédagogie en fait, la narration, ça te permet en fait de comprendre très rapidement, peut-être pas avoir vu la vidéo, tu vois, ça banalise et surtout, tu vois, ça permet d'une compréhension un peu... Absolument. Et de synthétiser surtout. C'est des minutes, c'est des vidéos qui sont très courtes, on parle de 2 minutes, où on va aller synthétiser tout le contenu et essayer d'aller droit au but, justement avec du storytelling, avec beaucoup de décalés, de scénarios décalés, on va dire. Donc, Menchmakin, voilà. Plusieurs projets. Alors, maintenant, en interne, dès qu'on avait un petit moment, on essayait de faire des courts-métrages. On en a fait 3 qui ont gagné pas mal de prix à l'international. On a eu aussi beaucoup de support du FICAM, Mohamed Biyoud, qui nous a poussé un petit peu à s'encourager et encourager d'ailleurs les deux chaînes SNRT et 2M pour faire émerger un petit peu l'animation au Maroc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est la première fois qu'on voit des dessins animés 100% marocains. Et quand on parle du 100% marocain, c'est particulier, parce que dans l'histoire, il y a eu de l'animation, mais on a eu toujours un David, un Xavier, machin, qui est derrière. Et c'est un problème, parce que les codes culturels d'Ienna, on est les seuls à pouvoir les identifier. Si un graphiste, un chinois, un indien, il ne saura pas le faire. Ou même le côté vestimentaire, le côté architectural. Je pense à les codes marocains. Je pense qu'on ne peut pas sous-traiter à l'étranger. C'est vraiment vrai. Exactement. Moi, je suis fascinée par tout ce qui est animation, tout ce qui est divertissement à la marocaine. Les jeux de société, on remarque qu'on en a, je pense, un. Plusieurs. Qui fait Carta, je crois. Le Maroc que j'aime. Il y a le Maroc en couleur. Le Maroc en couleur, ouais. Oui, ça j'ai à la maison. J'adore, moi aussi. Et j'aime beaucoup. Et le concept était très spécial parce que c'est à nous. Et donc, les dessins animés, on n'en voit pas. On n'en voit pas sur la télé, les choses que les enfants regardent. Et vous qui connaissez l'industrie, ma question c'est pourquoi ?
Pourquoi? C'est très simple. Je vais parler de mon expérience. حنا كبرنا باش Grendizer, Captain Majid, machin. C'est ce qui est. الرغيف العجيب. C'est très bien. On a vécu justement une enfance sympa et tout ça. Sauf que quand on grandit, on a un déphasage culturel qui est énorme. مثلا on va pas aller dire que كانت عندنا واحد البلغه ماجيك ولا شي حاجه alors que Sasuke c'était machin, Dragon Ball Z c'était les pouvoirs machin, il y avait plein de choses. Surtout que l'histoire marocaine est très riche. Elle est très très riche. Alors on a الحجايات, on a des histoires mythiques, extraordinaires, fantastiques. Jhab, c'est mitigé, on ne sait pas si c'est complètement marocain, c'est resté un peu dans les machins. Haïna, c'est le petit chaperon rouge. Voilà, mais marocain, on a plein d'histoires, mais on n'a jamais pris le temps d'abord de les synthétiser, de trouver les auteurs et les scénaristes qui peuvent transformer ce contenu et pouvoir les produire. Que ce soit en filmé, machin, on n'a pas pris le temps de le faire. Et aujourd'hui, je pense que l'ambition de tout le monde, je parle aussi de nos enfants, on a envie de les réconcilier un petit peu avec leur identité, un minimum. On sait qu'il y a plein d'enfants qui sont dans la mission. Des fois, malheureusement, c'est la même problématique. دي فوا راه يقدروا يكونوا غير دي مو بحال دابا مبروك العيد. شوف ملي كتقول شي واحد شي دري صغير كتقول له مبروك العيد ما كيقدر يقول لك ما مشي معك باس. Donc juste pour revenir très rapidement, donc had l'expérience هذه كامله, had l'envie هذه de vouloir réconcilier les Marocains à leur histoire, leur identité, c'est de là d'où a germé en fait l'idée de concevoir et de créer had le contenu اسمه تاريخ المغرب. Comment vous allez faire pour rendre accessible plus de 27 siècles? كنهضروا على تقريبا 2700 سنه ديال l'histoire. هادشي راه غير l'histoire officielle. Tous les jours en fait les fouilles archéologiques font remonter l'histoire ديال l'humanité carrément من المغرب encore tu vois des centaines de siècles. كيفاش غادي تقدروا ديروا هذه القضيه et surtout pourquoi avoir commencé par le premier épisode اللي هو la relation ما بين الجزائر والمغرب؟ علاش c'est une question qu'on s'est posée depuis plus de 4 ans. Réellement, ça fait 4 ans que le projet traîne. Egypt Femme, comme on l'avait dit, c'est un projet pour le grand public. C'est l'actualité, on a parlé du vaccin, vaccin قبل فرنسا, qu'est-ce que c'est le vaccin? On prend le temps d'expliquer aux gens ce que c'est. Maintenant, le Tarikh al-Maghrib, moi personnellement, et c'est forcément une idée qui émane de l'équipe, de notre besoin à nous-mêmes, on a du mal à se retrouver في l'identité ديالنا. ده مشكل. قرينا كاملين التاريخ اللي قرا في la mission ضاع entre autres parce que c'est une autre histoire, on n'a pas étudié notre histoire. Et puis à l'école, j'ai l'impression, et je parle de moi-même, ça n'engage que moi-même, on n'a pas eu une éducation qui est consolidée في l'histoire. Mais on n'arrive pas à retenir ou l'hafada. Donc la pédagogie. Toi, t'es arrivé déjà le Mérinine. Moi, je me rappelle, Anna qui suis Emezir, c'est-à-dire que là, mais c'est-à-dire que moi, j'ai pas d'autres. Je peux pas lier, par exemple, mon histoire personnelle, l'histoire de mes ancêtres. Par exemple, Rajo Menchib الجزيرة العربية العيب. C'est كتجي كتلقى بأن التاريخ c'est سكان المغرب الأولون هم البرابرة نقطة رجع السطر دوز directement الأداريسات. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu vois par exemple ne serait-ce que Walili, Loukosfa, العرايش, on a des sites archéologiques qui confirment بأنه راه il y avait déjà une histoire. Et d'ailleurs, tu vois, c'est très intéressant. Tu me tends un petit peu la perche. C'est qu'il y a un engouement des Marocains pour leur histoire. On le voit par exemple du contenu qui commence un peu à germer le web marocain. On a notamment le podcast ديال Reda Ali, Radio Ma'arif, extraordinaire. Nous sommes dans la démarche de création ديالكم. Et Hamza Chiwa, bien évidemment. On parle là de technicité au niveau de... C'est-à-dire on n'est plus fait avec la technicité on parle d'une technicité intellectuelle dans le sens où tu es obligé de travailler avec un historien, parce que là on parle de faits. Tu vois. Avec qui vous avez travaillé, comment vous avez procédé, comment ça s'est déroulé? Alors justement, le challenge qu'on avait, c'était de trouver quelqu'un qui va nous aider le contenu. C'est très compliqué. Tu as parlé de Reda, je pense que c'est parmi les seuls à ma connaissance dans l'entourage qui a autant de contenu en tête. Et on a Reda,
connais un peu quand même, est journaliste sur la question, mais lui aussi est entouré par d'éminents professeurs, d'éminents historiens. C'est ça. Et la difficulté qu'il a rencontrée a été la même que celle que vous rencontrez vous, c'est que nous avons une culture orale. On écrit très peu. Absolument. C'est-à-dire que trouver l'information qui relève de l'histoire, donc pas de l'information contemporaine, mais de l'information ancienne, est une vraie gageure pour des gens comme vous qui veulent travailler sur des contenus, et les gens capables de rapporter notre histoire se comptent sur le doigt d'une seule main. Donc on fait rapidement le tour, mais j'aimerais juste reposer la question que Yassine a posée, à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est pourquoi les rapports Maroc-Algérie en premier et pas autre chose, parce que les rapports Maroc-Algérie, c'est quelque chose qui dure depuis relativement peu de temps par rapport à des sujets beaucoup plus gros, beaucoup plus anciens. Donc est-ce qu'il y a par rapport à la volonté politique, par rapport à l'actualité, par rapport à... J'y arrive justement. Alors, l'idée de trouver d'abord un historien, au fait, la plateforme EgyptFem vient toujours installer un contexte. Je donne un exemple très rapidement. Le vaccin, si on se mettait à répondre directement aux questions pourquoi la France, pourquoi machin, personne ne comprendrait. Elèche, Ness, il parlait à un certain moment de puces, de machin, ils vont nous mettre ça, Bill Gates, machin, il y avait plein d'histoires. Donc, qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse? C'est expliquer d'abord qu'est-ce que c'est un vaccin, comment ça se passe médicalement, scientifiquement et techniquement. Une fois que ça a été fait, on vient installer la chose. Aujourd'hui, l'histoire du Maroc, la volonté personnelle, très bien. Nabil Mouline a parfaitement le contenu. Juste pour rappeler nos auditeurs qui ne connaissent pas, Nabil Mouline, c'est l'historien qui vous a aidé à la création de Absolument, qui est chercheur au Centre national de recherche scientifique en France et qui a supervisé tout le volet scientifique. Aujourd'hui, il fallait qu'on installe la problématique de base, dont on vient de parler Yassine et moi, c'est qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'on vient, réellement. Il fallait qu'on trouve pas une technologie, mais une approche, voilà, qui puisse d'abord clarifier d'où est-ce qu'on vient et comment ça s'est passé et faire le lien. C'est le lien qui nous manque. Donc, toute la vidéo, elle est basée sur une timeline et une map. C'est l'évolution des maps, comment ça s'est passé. Et forcément, on va parler de nos voisins. On parle de toute la région, on va parler de nos voisins et on va parler de la base, d'El, l'Houdoud Kifesh Kanad, ou comment ça a évolué dans le temps. Et ça, forcément, on va parler des relations qui coïncident avec l'engouement aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de tous les sujets, des événements actuels. Et il fallait installer et expliquer d'abord d'où est-ce qu'on vient. C'était le but initial. On va continuer parce que je sens que l'équipe a plein de questions à vous poser. Mais avant tout ça, Rimel. La Walkwoman. Les Rimel. Assidi. Tu parles de Jeff Dahmer. Exactement. Jeff Dahmer qui, pour le rappeler, peut-être c'est un psychopathe, sociopathe, cannibale. C'est un fou. C'est un fou. C'est un fou. C'est un tueur en série qui suscite l'intérêt de des millions de personnes à travers le monde. Pour rappel, la série elle raconte l'histoire vraie de Jeffrey Dahmer. C'est une histoire qui fait froid dans le dos. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, entre 1978 et 1991, Dahmer a terrorisé les États-Unis en commettant une série de meurtres. Le jeune homme surnommé le cannibale de Milwaukee a assassiné 17 personnes. Un macabre historique impliquant des actes de cannibalisme et de nécrophilie sur laquelle se base le réalisateur Ryan Murphy. Bonne ambiance quoi. Vous autour de cette table, sur la série ou la machine? Ah oui, moi je le connais parce que c'est une histoire qui date des années 90. Ah oui. Et c'est vrai que maintenant il y a eu une série ainsi qu'un documentaire sur Netflix. Exactement. Amin Farchi. 7 minutes j'ai tenu. Oui, il est. Voilà, 7 minutes, je vais chercher à faire. Non, pour moi, mon sommeil est important, donc j'ai décidé de ne pas regarder. Je ne veux pas monopoliser trop la parole, mais je vais vous dire un truc, prenez-le comme vous voulez. Il n'y a rien qui me relaxe, il n'y a rien qui fait en sorte que je puisse dormir bien comme il faut, à part regarder des psychopathes sur Netflix. Va consulter. Je le dis pas pour faire l'intéressant, mais je trouve ça... parce que... moi j'ai fait des études de psychologie après le bac et moi je voulais être criminologue parce que j'étais fasciné par Hannibal Lecter. Quand j'étais plus jeune, j'avais regardé Le Silence des agneaux ainsi que Hannibal Lecter d'un Dragon Rouge et je trouve que c'est des gens extrêmement intelligents. Peut-être c'est le mal incarné, mais c'est l'intelligence. La psychologue Radjoubk. Après, ce qui est étonnant, c'est que la série, elle a connu un carton quand même.
On parle de 200 millions de téléspectateurs en une semaine. C'est Amine. Et ça va plus loin. Aujourd'hui, c'est un tel événement que tout ce qui portait par des objets qui ont réellement appartenu à Dahmer, ils ont été mis en vente. On parle d'une lettre de son père qui a été vendue à $2 500. Wow. Sa paire de lunettes emblématiques à $150 000 qu'on retrouve les images. Il y a le déguisement Halloween de Dahmer. Pas 150 000. Il faut être fou pour les acheter. Il y a le déguisement de Dahmer Halloween, rupture de stock apparemment, ouais, un magasin en ligne. Du coup, un engouement morbide qui va raviver la douleur des familles, des victimes, notamment Rita Isbell, incarnée dans la série au moment du procès. Vous allez voir, de la scène Hadji. Whatever your name elle is, est plus vraie que nature. I'm mad. This is how you act when you are out of control. Now I don't want to ever have to see my mother go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you. This is out of control. Et ça ne s'arrête pas là. Un challenge a été lancé sur TikTok. Et surtout, en fait, il y a un engouement par rapport à la période qu'on a vécue, la période un peu de Halloween. Yak, c'est aussi ça? Exactement. Il y a eu la période Halloween où tu vois des déguisements de Dahmer quand même. C'est incroyable. Moi, j'ai vu des stories. Il y a des personnes qui la tenue orange diallo les kan labs fil habs. Donc, il y a eu un challenge qui a été lancé sur TikTok. Et l'ancien ministre des Transports français, Jean-Baptiste Djebari, il a fait le challenge Shahoua. Voilà. Et je trouve ça la vérité, c'est-à-dire que la sphère privée, que ça te facile les psychopathes, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es un homme politique, parce que ça banalise en fait un personnage qui a fait beaucoup de mal à Nas, tu vois. Exactement. Et c'est ce qui pose problème, Léoma. Je pense que ça fait des semaines que la série est en tête du classement Netflix au Maroc. Le problème, c'est qu'il y a déjà la manière d'idéaliser ce monsieur. C'était quand même un tueur en série, on le rappelle. Et maintenant, il a des fans. Il est starifié. Quand la série, je ne sais pas si vous avez vu si tu as vu les épisodes. Yassine, quand il est rentré en prison, il recevait des lettres des fans. C'est-à-dire des fans lui envoyaient des Hannibal Lecter aussi, tu vois, on le voit. Le Gal Smith ou le serpent. Si vous avez vu aussi l'histoire d'Il le serpent, c'est un psychopathe. Et du coup, ils connaissent déjà la série, ou ils l'ont regardé ou pas. Est-ce qu'ils ont envoyé des lettres? Surtout, ouais. Écoutez des témoignages. Vraiment, j'étais choqué. Je me demande comment les gens يقدروا بحال هادشي. Mais vraiment, le vécu de l'insan, تيخلي بزاف ديال الحوايج يتعكسوا عليه وهو تيكبر. Les gens s'approprient le Dahmer, ils commencent à acheter ses costumes. Je trouve ça vraiment aberrant, wallah. Parce que les familles des victimes. On me demande souvent d'aller voir la série Dahmer, sachant que le personnage principal est un psychopathe tout court. Et là, on voit les gens se déguiser pendant les fêtes d'Halloween en Dahmer. J'arrive pas à comprendre comment on peut donner autant d'importance à un personnage qui accomplit des actes terribles, sachant que c'est une histoire vraie. Au final, il faut penser d'abord au malheur de ses victimes avant de l'iconiser ou quoi que ce soit. Voilà. Et donc, est-ce que tu as une explication un peu scientifique par rapport à l'engouement? Oui, la question c'est déjà pourquoi on est aussi nombreux à regarder la série. C'est de la fascination ou de la curiosité malsaine. C'est certainement de la sublimation qu'on transpose plutôt que de vivre à de la pulsion Hadji. En tout cas, c'est ce que nous dit la psychologue clinicienne Mriem Boulmani. Écoutons-la. L'être humain en général est attiré par cette pulsion de mort, comme dans une forme de plaisir, à vouloir consommer tout ce qui fait mal, tout ce qui fait peur, à vouloir transgresser les limites, les lois. Cela devient même une forme d'addiction, où il va lui-même chercher des films de tueurs en série pour assouvir ses pulsions refoulées. Il cherche alors au travers ces films à extérioriser donc tout ce qu'il a cumulé comme frustration très longtemps refoulée. Donc on pourrait imaginer que ces séries seraient comme une sorte de drogue pour donner à ce jeune ou ce Marocain qui est en train de les suivre un semblant de plaisir qui, à terme, pourrait mener à la reproduction de certains schémas dans sa vie réelle. Et nous avons aussi vu qu'il y a des jeunes enfants aux États-Unis qui ont passé à l'acte après avoir longtemps consommé cette violence fictive. Voilà.
Donc en fait, elle nous fait comprendre qu'on a tous le côté sombre. La pulsion. De la pulsion, on peut parce qu'on ne peut pas passer à l'acte, soi-disant. Et que la façon on va consommer autant de films d'horreur et de séries comme Jeff Dahmer, finalement c'est... Il y a eu un cas très similaire récemment, c'est Squid Game. C'est ça. Squid Game retrace un petit peu la même chose. C'est un peu. Squid Game était une fiction, enfin c'est quelque chose qui voilà, c'est une fiction. C'était morbide, mais c'était horrible. Voilà. Mais par contre, voilà, ça ne ravive pas des souvenirs réels chez des gens qui ont vécu la chose. Et je peux comprendre que la jeune fille elle peut être une durite par rapport à sa maman pendant plein procès, parce que le faire revivre, parce qu'en fait quand tu perds quelqu'un, je pense qu'il y a une première douleur. Mais quand tu as ce genre de choses, c'est la douleur que tu fais revivre une seconde fois. Et surtout quand le rendu final va à l'encontre en fait de c'est-à-dire que je pense que les réalisateurs au début c'est de parler en fait de ce fait divers là qu'a ravagé en fait Milwaukee, la ville de Milwaukee, et finalement tu te retrouves avec un rendu qui est le contraire. Le gars on l'a glamourisé, c'est devenu sexy en fait. L'horreur elle est là en fait. C'est du marketing aussi. C'est du marketing aussi. Netflix c'est connu, le réédito est connu aujourd'hui. On n'a qu'à voir. En même temps, tu dirais pas non, Ali, tu vois, s'il te propose une collaboration. ديال الميتال. وهي الصراحه لي كابسول وداكشي اللي كنشوفوا ديال علي راه تما فين خصهم يتحطوا. En parlant de capsule ديال علي, on parlait tout à l'heure du premier épisode ديال تاريخ المغرب اللي هو la relation ما بين الجزائر والمغرب, que vous allez tous pouvoir retrouver, messieurs et dames, sur la chaîne EJTFM. Aujourd'hui, là on est 18h30 presque, c'est publié. Il y aura combien de chapitres l'ensemble de Tariq el-Maghrib? Est-ce qu'il y a des personnages spécifiques que vous allez traiter? C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, souvent là, ça me fait beaucoup de mal quand l'histoire de Maghrib, où on essaie de trouver des femmes l'histoire de Maghrib. Par exemple, qui je bloque Zine Ben Fzaouia, مثلا, tu vois, 2-3 personnes, alors qu'on a Saïd Al-Hurra, tu vois, on a du mal à essayer de retrouver des femmes, alors que les femmes ont fait l'histoire de Maghrib depuis toujours. Et donc, en attendant que Ali revienne avec plus d'informations, est-ce que, il y aura combien de chapitres Tariq el-Maghrib, et surtout quels sont les personnages, à part si tu veux pas spoiler le truc, à toi de... Non, on peut en parler. Alors, je vais répondre un petit peu à la question d'Emile tout à l'heure. Aujourd'hui, le premier épisode, justement, c'est d'installer, c'est de montrer cette timeline et d'où est-ce qu'on est venu. Et on finit en parlant aussi de la période qui vient d'après. Donc le deuxième épisode qui parlera justement de la France, mais qui est rentrée et tout ça. Jusqu'à au jour d'aujourd'hui, ou beaucoup de choses. Donc l'actualité. Aujourd'hui, on sait qu'on a un minimum de 4-5 épisodes. Okay. D'accord. On ne sait pas jusqu'à où on va aller. On met combien de temps pour produire un seul épisode? Alors là, on a mis une année. Une année pour un seul. C'est une année. C'est 4-5 épisodes qui sont réservés à ce sujet Maroc-Algérie ou non, t'as dit que le deuxième c'était le protectorat et la voilà, France. Protectorat, et puis on arrive. Non, je pensais que c'était le protectorat par rapport à. Non, ça fait Maroc-Algérie vu sous le prisme du protectorat. Non. On parle de l'histoire de manière générale, et on arrive justement au moment où la France est ici au Maroc, et qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et jusqu'à au jour d'aujourd'hui. Donc c'est justement une série documentaire qui va de Stimia Qabil Milad au jour d'aujourd'hui. Stimia Qabil Milad, et vous commencez par le rapport avec l'Algérie et après le protectorat. Et après, vous allez revenir vers des choses plus antérieures, l'histoire du Maroc? Non. On a parlé. Le premier épisode est très condensé. Il dure combien de temps? 32 minutes. 32 minutes. Ah ouais. C'est pas une petite capsule, mais c'est un vrai documentaire. Et il y a eu justement un gros challenge à retravailler la partie graphique, parce que les personnages, on les connaît pas. On a qui sont en sculpture. On a d'autres, c'est des portraits. Et les on a d'autres, c'est juste un récit. Exactement, c'est un récit. Et justement, on a matché à la connaissance de Nabil Mouline, qui va nous permettre donc on est parti vraiment sur les traits, et jusqu'à arriver à un vrai portrait. Donc et ça déjà, c'est de la documentation. Donc un an pour un seul épisode avec une équipe de 40 personnes. Donc si vous voulez, par exemple, je sais pas, dans le meilleur des mondes, je sais pas, avoir une production mensuelle. Donc c'est x12, donc il vous faut à peu près 600 personnes pour travailler par exemple sur un seul épisode. Réellement oui.
Wow. Réellement, oui, parce que c'est des projets, je vous inviterai à regarder en détail. C'est beaucoup de travail. Et c'est comme les productions qu'on voit, on est parti sur des standards très internationaux. Mais vous êtes soutenu financièrement pour faire ce genre de choses? On n'avait pas soutenu, on a fait ça, c'est vraiment de fonds propres. Voilà, fonds propres. On a fait appel à l'école qui a une petite promotion de 30 élèves, mais qui est du très très bon renfort artistique et technique. Et ça a pris beaucoup de temps. Et justement, si on a 200, 300 personnes, et c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de l'industrie, de l'animation, on est en train de faire naître ou de participer à cette naissance de l'industrie de l'animation. Et on parle d'industrie parce que c'est du vrai travail. Aujourd'hui, un film d'animation Pixar Disney, c'est 75 millions de dollars à peu près. Ouais. Donc si on en fait 2 ou 3 au Maroc, on est très content. Les acteurs de l'animation, ils existent. C'est-à-dire, on a beaucoup de talents. La technique aujourd'hui elle est obsolète, c'est comme l'audiovisuel, comme la musique. On peut avoir un home studio, on peut avoir une caméra et aller tourner et devenir réalisateur. On a les talents qu'il faut. Maintenant, il faut la formation et la transition. Donc aujourd'hui, si on a des gens qui sont dans les beaux-arts, et on en a, il va falloir une transition pour qu'ils puissent être autonomes, opérationnels, deadline, machin, savoir comment travailler en entreprise et en groupe. Est-ce qu'on a une industrie propre d'animation? Oui. Non, pas encore. C'est justement l'objectif de 2M, la SNRT, et ce qu'on est en train de faire, et également avec le FICAM. On essaie justement de faire naître les choses correctement. Mais sans la formation, on ne pourra rien faire. Okay. Ouais. Donc c'est beaucoup de ressources par rapport justement à un film, une production. Alors on sait que pour faire ce genre de produit, même quelconque produit audiovisuel, on va dire, ou d'animation, c'est la conjonction de deux choses. Donc la technique sur laquelle vous travaillez et les contenus. Donc on va dire que là, on peut résoudre le problème de la technique en mettant en place des structures. Mais comment on va faire pour le contenu, sachant que l'un ne va pas sans l'autre? Alors justement, le contenu, c'était pas du tout simple. Aujourd'hui, dans l'histoire, franchement, si on avait pour tout, hein, pas forcément l'histoire. Oh non, mais voilà. Mais après, pour les vaccins, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui dans la création. On fait alors Agitfem, c'est un travail d'investigation, justement, très journalistique, où on va aller mettre la fluctuation le dirham, quand on avait ce sujet, et on en a parlé, je me rappelle, très tôt. Donc il faut des sources, il faut des chiffres officiels, voilà. Il faut un traitement aussi journalistique, comme tu as dit. Absolument, et on va aller voir toutes les parties, c'est-à-dire les institutionnels, on va aller voir Nestlé Mamtafrin à la loi parce qu'ils ont une idéologie, tout ça. C'est beaucoup de recherche et trouver des experts qui vont pouvoir encadrer ce sujet. C'est très compliqué. Effectivement, le contenu aujourd'hui, c'est très compliqué. Et il y a aussi la pédagogie pour pouvoir vulgariser, simplifier et lancer ça pour le grand public. Donc, juste pour revenir un peu le sujet principal, premier chapitre, vendredi 4 novembre sur Agitfem, Maroc-Algérie. Deuxième chapitre, protectorat français, la relation mais le colonialisme en Afrique et plus spécialement peut-être c'est plutôt la deuxième épisode il est en cours. Et du coup ça sera quoi, une diffusion mensuelle? Non, on ne sait pas. Honnêtement, on n'a pas de programmation. On est content que cet épisode sorte aujourd'hui parce que on est en plein dedans, culturellement, politiquement, tout ce qu'on veut. Et je pense que le peuple marocain, et nous tous, on a besoin de ça, notamment pour nos enfants, pour pouvoir préparer les générations futures à comprendre d'où est-ce qu'ils viennent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait un travail de doublage aussi. En anglais, en espagnol, en 4 français, langues apparemment. Et en arabe classique aussi. Donc c'est un documentaire qui a pour vocation de voyager un peu partout et de clarifier la totalité du sujet. En parlant de clarifier, je crois que Selma aussi a plein de choses à nous clarifier peut-être. Les nouvelles du web avec Salma. Alors, 3 sujets principaux apparemment. Oui, la semaine dernière, je vous ai un petit peu traumatisé. Divorce, violence, prison. Là, de la semaine, je vous rassure, c'est beaucoup plus joyeux. Je garde le pire pour la fin. On a Halloween, qui était quand même un grand événement de la semaine. Vous l'avez sûrement vu sur les stories de vos amis ou des publications. Plusieurs se sont probablement déguisés. Moi, c'est surtout en Arabie Saoudite en fait que j'ai vu. Oui, j'ai vu. Les gens c'était la haïha, mon frère.
Et bien sûr, tout ça sur la toile, ça a créé un débat. Donc les internautes étaient polarisés, comme pour tout et rien, sur le pour et le contre de fêter Halloween. On a un premier internaute qui a dressé son constat sur le fait qu'Halloween est devenu de plus en plus célébré au Maroc. Pour ce deuxième internaute, il ne comprend pas que ça perde en ampleur ailleurs et que ça en gagne au Maroc. Pour lui, ça équivaut à courir derrière l'Occident. Et pour ces deux autres, eh bien, pas du tout. C'est une occasion, comme toutes les autres, de faire la fête et de se réunir avec les personnes qu'on aime. Voilà, un avis que je partage. Moi, je m'en fous si c'est une fête des chrétiens, des juifs. S'il y a une fête, il faut fêter quelque chose, faut le faire. C'est un peu dans notre tradition. Elle n'est pas de cet âge. Par contre, je veux bien rappeler que nous, au Maroc, on a notre version de Halloween. Boujloud. C'est Ashura avec Boujloud. Voilà, Bil Mawen ou la Boul Btayin. Il a des noms différents dans les régions du Haut-Atlas. Même concept, déguisement, faire peur aux enfants. Voilà, et c'est une créature qui se veut aussi mythique qu'effrayante. Par contre, il n'y a pas les bonbons. Il y a pas les bonbons. Tu toques pas. King Bullfeuf. Non, après, dans les quartiers populaires, dans les petites villes qui gardent encore des traditions, je crois que par exemple, le Ashura, je me rappelle par exemple, alors que film Arif, tout ça, les années 90, l'île Ashura, par exemple, tu avais toujours une famille ou la deux, tu vois, quand nous avons des dresseurs qui donnent un saadi al-Kskso. On a le fakia. Bien évidemment, écoute, nous, on est beaucoup plus healthy. Voilà. On était sur de l'effrayant. Ce qui a été aussi effrayant pour les utilisateurs de Twitter, c'est la nouvelle annonce d'Elon Musk, le patron de Twitter, qui a annoncé que la certification le petit badge bleu sur Twitter deviendrait un abonnement payant à $8 le mois. Voilà. Et ça a fait énormément de remous. Parce que si certains ont dit qu'ils n'avaient pas de problème à payer $8 pour diverses raisons, soit parce qu'ils apprécient le réseau social ou qu'il leur offre une plateforme libre d'expression, beaucoup d'internautes n'ont pas apprécié. Et pour diverses raisons aussi. Soit pour eux que la certification permet d'identifier des comptes officiels, des célébrités, des institutions, mais aussi le fait que les comptes certifiés, eh bien, ils font objet d'un long processus d'authentification que dorénavant, tout le monde pourra acheter. Et comme pour l'auteur... Qui a Twitter aussi Tu vas acheter? Non, Twitter pour moi c'est pas même c'est pas que Instagram, je cherche pas la certification, je m'en fous. C'est un Twitter où il est pas l'Instagram. Et la communauté elle est petite au Maroc, on n'est pas la Twittoma. C'est pas mais énorme. c'est un réseau qui a grandi ces dernières années. Il a ressouligné ça en disant que quoi que vous voulez, je vais faire payer. Alors pour le coup, si un spécialiste dit le Twitter film Maghreb, c'est Amin Rahmouni. Non, mais c'est bien que tu es le plus. Nous on peut t'expliquer un peu ce que c'est qu'Instagram, peut-être Rimel. Non. Tu vas acheter l'abonnement? Mais il a 25 000 abonnés. 25 000 sur Twitter. Tu vas acheter ton abonnement? Il pèse le Twitter game marocain. Je pense qu'en ce moment, il pèse tout court. Il grossit. En tout cas, Elon Musk s'est contenté de répondre aux critiques par un mime. Comme quoi les gens n'ont aucun problème à se plaindre. N'ont aucun souci à payer $8 pour une boisson Starbucks qui consomme en 30 minutes. Par contre, ils pleurnichent pour un abonnement Twitter qu'ils vont consommer en un mois. Et en parlant de prix à payer, la toile marocaine... Je l'ai vu. La toile marocaine, elle est en flammes face à la hausse actuelle des prix. Donc, beaucoup de photos, beaucoup de publications, beaucoup de commentaires. Du yaourt au gasoil, à l'huile, au biscuit, en passant partout. Les internautes ont commencé à relever chaque nouvelle hausse de prix qui pointe le nez. Et la nouveauté, c'est qu'ils le font en partageant leurs factures, surtout chez les grandes surfaces. Donc, ils passent en revue produit par produit, prix par prix, dans une sorte de veille concurrentielle digitale. Et que moi, perso, je découvre pour la première fois. Donc voilà. Les réactions sont diverses. C'est la veille ou c'est les prix que tu découvres? Non, ce type-là de veille, okay. De veille concurrentielle. Voilà. Et les réactions sont diverses, comme vous pouvez vous y attendre, très mécontentes. Pour ce premier internaute, face au prix du gasoil, il conseille de ne pas utiliser sa voiture. Plus facile peut-être à dire que de faire. Un autre se demande quel sera le sort des personnes à faible revenu, comme ceux qui sont payés à la journée, 50 dirhams, voilà, pour faire face à l'inflation. Mais surtout, le commentaire que j'ai le plus vu, c'est Ayina.
on est fatigué. Et les dégâts de l'inflation, voilà, ils commencent à se faire ressentir chez les citoyens de la classe moyenne et pauvre depuis un bon moment. Et quel que soit son budget, on remarque la différence dans ses factures. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je le ressens dans la mienne. Franchement, je veux dire, c'est alhamdoulilah, j'ai pas à me plaindre. Non, c'est que tu es riche. Là, pas du tout. C'est juste si bien. Je vais au supermarché. Je fais attention. Tu vois, par exemple, des trucs, les jus. Les jus, moi, j'essaie toujours d'acheter des petits trucs. Ça, c'est un truc de riche. Mais c'est pas un truc de. Le mazout, par exemple, avant que je connais 400 dirhams, que je connais plein. Maintenant, tu vois, 650 dirhams, 700 dirhams, tu les sens. Moi, j'ai une voiture hybride, j'ai roulé pendant 2 mois en électrique. Tu les recharges, Nchafine في الدار ولا لقيتي شي une borne. Moi, je faisais un reportage sur la hausse des prix. Et donc ça m'intéresse, finissez, moi je t'ai coupé. C'est beaucoup plus intéressant aujourd'hui. Bien sûr. D'accord. L'hybride. L'hybride, tu roules en électrique, tu as une petite autonomie de 50 km. 50 km, c'est لا كتمشي وتجي للخدمه بخير وهذا. Et pour voyager? Pour voyager, je pense que je dépasse les 100 km/h, ça commence à taper dans le ouais. Je crois que c'est le vrai sujet du moment. D'ailleurs, tu devrais regarder au chaud parce que. Les hybrides Non, la hausse des prix parce que 2023 va être encore beaucoup plus drôle. Et surtout, on n'est pas les seuls. L'annonce d'elle taxer les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs. Tu sais, d'abord, tout le monde est en grève. Les avocats, ils manifestent, les pharmaciens, les médecins. 30%, c'est énorme. Tout le monde manifeste contre les nouvelles mesures fiscales. Ça, par contre, je trouve que c'est des sujets parfaits pour votre plateforme. Oui. Aujourd'hui, la hausse des prix, l'expliquer, d'où c'est qu'elle vient. Parce que vous avez fait une remarque qui est très très juste. On a tendance, comme on est ethnocentré, on a tendance à penser que ça nous touche nous seulement. Mais en fait, c'est quelque chose qui est mondial. Alors peut-être que ça nous. Ça diminue pas la douleur du portefeuille, mais au moins ça l'explique un petit peu. Parler du référentiel international. Et quelle magnifique perche que tu me tends, parce qu'il nous reste à peu près 13 minutes. Je reviens sur Ajid Fem, je reviens sur Thierry El Maghrib. Là, j'ai dans mes mains, messieurs et dames, qu'on pouvait le voir parce qu'aujourd'hui la radio elle est filmée. J'ai un peu le dispositif comme vous l'avez imaginé au sein d'Acoustique. Et on commence par le même Lakel Mouria. On parle de 200 ans before Jesus Christ, قبل الميلاد. Et on enchaîne après avec l'Imbratoriya Romania, le Fatimiyin, l'Aderissa, l'Omayyid, le Mourabitine. Donc il y a une richesse au niveau de. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous essayez de montrer qu'on a juste besoin de soutien financier aussi, parce que c'est aussi le nerf de la guerre, pour pouvoir vous produire des choses qui vont faire en sorte de réconcilier le Mgherba, l'identité d'Yalhom. On sait le faire, on a la maîtrise technique pour créer des animations belles et avoir une narration qui va faire en sorte que pendant 32 minutes on va voyager un sujet que grands petits pourront voir. En plus c'est traduit en 3-4 langues, Derija, l'arabe classique, le français, l'anglais et l'espagnol, c'est ça? Absolument. Donc libre à toi de. C'est un long sujet justement. Aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif pour l'animation. Je vais vous expliquer rapidement comment ça marche, même en France qui ont fait ça depuis 30 ans, les États-Unis ou le Japon. L'animation est un processus qui est très très lourd par rapport à ce qui est filmé. Je m'explique. Aujourd'hui, pour faire un storyboard, imaginez tout un film, ça, à une personne, ça va prendre 4-5 ans. Ouais. Il faut beaucoup de monde. Aujourd'hui, Pixar, Disney, les grands studios, leur modèle est simple. On imagine que c'est un studio énorme où on a ces 600 personnes dont on parlait Yacine par exemple. Et on se dit, voilà, ils ont la capacité de faire travailler 600 personnes dans le dernier projet Pixar. Alors que non. Ils prennent justement des leaders chez eux, lead of animation, machin, des directeurs artistiques et tout. Et ils vont aller chercher des collaborations, donc des fonds avec des supports publics comme le CNC en France qui est spécialisé que pour l'animation, c'est des fonds de l'animation. Et on va aller chercher dans d'autres fonds qui sont dédiés pour aider. On va aller chercher dans les écoles et on va monter ce qu'on appelle des résidences artistiques. Tu connais très très bien, donc, dans la musique, c'est le même concept pour avoir un maximum de ressources et pouvoir. On n'a pas encore ce modèle. Et on est en train de le chercher justement. Eh ben, Inch'Allah, on attend de trouver. Mais je vais dire, est-ce que c'est très personnel. Est-ce que les personnages de l'histoire que tu as fait, parce que tu as fait un énorme travail toi aussi, tu vois,
l'histoire du Maghreb. Est-ce qu'il y a un personnage historique marocain Il a Haïd Razza. En parlant de personnages. Tu parles de casting là, je te vois. En parlant de personnages historiques et qui a marqué l'histoire du Maghreb, je crois que Amin Rahmouni a quelque chose à nous dire pour l'instant. Il n'a pas encore de jingle, donc je te dis. Tu me dis bonjour déjà. On ne sait pas de quoi parler aujourd'hui, ça va? Monsieur Yassine Chabouktir, ça te rappelle quelque chose ça? Monsieur Yassine Chabouktir. En fait, tu sais qu'il y a des jours comme ça où dès les premiers signaux, des premières lueurs de l'aube, on sait en fait que la journée va être bonne. Il peut s'agir d'un détail insignifiant pour certains, une broutille passée inaperçue pour d'autres. Mais en votre fort intérieur, vous savez que cette chose spécifique fera particulièrement votre journée. Pour ma part, en fait, cette semaine, ça a été un truc tout bête qui a catalysé en moi une flambée de dopamine, d'endorphine, de sérotonine et d'ocytocine. Enfin bref, pour le dire plus simplement, m'a procuré un moment de bonheur intense. Puis, par la suite de questionnements. On va commencer par la joie. Elle est venue en fait d'une simple page Google qui a donc rendu hommage cette semaine à l'une des artistes marocaines les plus emblématiques de l'histoire. Une icône de la musique décédée l'an dernier et reconnaissable entre mille dès ses premières notes. Ben voilà, dans le studio, je vois que ça fait toujours le même effet à tout le monde. Ainsi donc, ce 28 octobre, Google a rendu hommage via un doodle l'insubmersible Haja al-Hamdawiya. Sachant qu'elle est décédée en avril. Le 5 avril. Oui, de l'an 2021. Donc insubmersible parce que cette grande dame au bendira à la main, au chignon haut et aux petites lunettes rondes sur le nez, morte à l'âge de 91 ans, était en fait un chat. Elle a vécu intensément plus de 7 vies, certaines douces et d'autres extrêmement difficiles, et s'en est toujours remise droite comme un i dans ses bottes. L'objectif ici, en fait, n'est pas tant de dérouler sa bio, l'exercice ayant déjà été réalisé à l'envi, que de relever à quel point cet hommage donc par Google nous interpelle, et pourquoi surtout nous interpelle. Perso, il me conforte dans l'idée que nous n'en faisons jamais assez pour nos icônes, tant de leur vivant qu'après leur départ, mais surtout de leur vivant en fait. Nous avons la mémoire courte et la reconnaissance difficile. Nous partons du postulat que leur notoriété est suffisamment forte pour les maintenir à flot face aux orages de la vie quotidienne, et donc on ne fait rien pour maintenir leurs souvenirs vivaces, ou si peu finalement. Et c'est cette reconnaissance qu'elle vient d'ailleurs qui sonne comme une claque de rappel, mais une claque qui nous revigore et fait du bien. La dernière pour ma part, Yacine, remonte à 2020, quand la France décidait d'honorer une liste de 24 personnalités historiques arabes et africaines dont le nom serait donné à des rues de l'Hexagone. Dans cette liste figurait un Marocain, né figurez-vous en 1908, et devenu goumier et combattant pour la France dès 1943 et 10 ans durant. Il va en tirer un titre d'officier de la Légion d'honneur et de 2 croix de guerre, mais surtout une entrée dans la postérité, tout comme entre autres le volcanologue Haroun Tazieff, le chanteur kabyle Slimane Azem, le poète Léopold Sédar Senghor ou encore Papé Diouf, le président de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, c'est le Haja al-Hamdawiya qui a été honoré et j'en suis très heureux. Voilà. Merci infiniment pour ce petit moment d'émotion. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. C'est la rubrique avec laquelle on termine l'émission. Mais avant de te donner la parole, je vais te faire découvrir la petite pépite. J'espère que tu la connais. Enfin, je suis sûr que tu la connais. Et cette fois-ci, c'est une pépite relativement spéciale parce que c'est pas moi qui l'ai écrite. C'est une demoiselle qui s'appelle Hind El-Qorchi sur Facebook a écrit une sorte de manifesto après les événements d'El Boulevard pour exprimer toute la reconnaissance qu'elle avait pour cet événement-là. Donc lance le jingle et je vais vous en parler plus en plus. Radio 2M, la pépite de Yassine Tabouktir. C'est la pépite de Yassine Tabouktir, mais c'est la chronique d'une demoiselle Smita Hind El-Qorchi et la chronique ou le manifeste s'appelle Mon métal au Maroc. Nous sommes en 2004, j'ai 12 ans et je découvre le métal avec Cradle of Filth sur le PC d'une amie qui avait internet chez elle. Quand elle vit ma réaction, elle sut que je méritais de recevoir le Graal de l'époque, un VCD contenant les clips et des lives de Dimmu Borgir, Mayhem et Cradle of Filth. Le Graal car à l'époque trouver cette musique relevait du parcours du combattant. Mais trouver des gens qui te comprennent musicalement était encore plus difficile et pour la musique métal, la recherche et les rencontres étaient et sont toujours essentielles. Un an plus tard, je commençais à connaître quelques personnes qui voulaient bien m'initier au genre. À coup d'heures interminables au cybercafé, je cherchais des chansons, traduisais les paroles et recherchais leur sens et les références des artistes. Histoire, société, religion, ésotérisme, les sujets ne manqueraient pas et mon cerveau de 13 ans travaillait d'arrache-pied pour déchiffrer tout ça.
Quelle est la différence entre le heavy metal et le thrash metal? Et d'ailleurs, qui a inventé le metal? Pourquoi la voix gutturale? Et comment est né le true Norwegian black metal? Autant de questions auxquelles je me faisais un plaisir de répondre et par la même occasion de forger mon esprit et mon esprit critique. Un an après, j'accompagnais mes amis au Festival Boulevard pour la fameuse journée rock metal et je n'oublierai jamais cette vision-là. Des adolescents, des jeunes, des adultes, des vieux de tout le Maroc, habillés aux couleurs de leur genre préféré. Gothique et trasheux ne se faisaient plus la guerre, mais se partageaient une cigarette sur le pas du stade du Coq en attendant l'ouverture des portes. Et là, la délivrance. J'ai compris ce jour-là, je faisais partie d'une communauté soudée, respectueuse, partageant les mêmes valeurs que moi et assoiffée de savoir au moins autant que moi. Après le fameux procès des pseudo-satanistes dont j'avais tout lu à l'époque, la communauté métal se tenait fière et droite, venue encourager ces musiciens de Meknes, de Stade, de Guedir ou de Casablanca pour montrer leur talent. Et ils auront beau nous traiter de satanistes. J'ai essayé un peu de couper la chronique parce qu'on n'a plus de temps. Bref, Hind Qarchi finit son manifeste en disant « Et ils auront beau nous traiter de satanistes dépravés, nous continuerons le combat armés d'instruments et de textes, de livres et de débats pour montrer que nous ne sommes pas le problème, mais peut-être bien le cœur de la solution. » Messieurs, dames, avant de donner la parole à Ali Ergui, j'aimerais bien vous faire écouter Katatonia. Can't seem to find the right words. Stretch your dead arms for salvation. Information and the chemical need. Discordance put a veil over my career. Sweet my fever now. Embraced by. Je pensais pas qu'il écoutait ça. Ah si, Katatonia, c'est un peu la base. Et moi, je voulais te... Tu vas avoir des cheveux qui poussent. Donc, il nous reste 2 minutes 30 exactement. J'espère que cette pépite, parce que c'est une pépite vraiment que je voulais partager avec toi et pour te rendre hommage, parce que tu as fait le déplacement, sachant que tu avais énormément de choses à faire. 2 minutes pour nous dire ce que tu as envie de nous dire. 2 minutes pour dire aux gens d'aller regarder Tarikh El Maghreb sur Ejit Fem. Et libre à toi. Ben, déjà, je te remercie infiniment pour ce moment de partage très particulier pour moi. Ça ressemble à aucune autre interview ni quoi que ce soit. Et Ejit Fem aujourd'hui, enfin Tarikh El Maghreb, je pense que c'est une nécessité pour tout le monde. J'invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil. C'est un recueil historique qui n'a jamais été fait dans ce format ni de cette manière. Et je pense que c'est essentiel. Donc, partagez هادشي مع ولادكم, شوفوا, عاودوا شوفوا. Il y a beaucoup d'informations, c'est très condensé, mais je pense que c'est essentiel pour qu'on puisse savoir d'où est-ce qu'on vient et connaître réellement notre pays. Message reçu. Message reçu. Ça. Messieurs, dames, sur ce, je vous demande, mes chers collègues, de regarder la caméra, de dire aux gens Salam alaikum, Salam alaikum, Jumu'ah Mubaraka, et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ah, ciao, bonsoir. Embraced by